Bonjour à tous, c'est Starman. Alors aujourd'hui une vidéo qui va compléter ma vidéo bien débutée, qui m'a été demandée par un ou deux abonnés. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que on m'a posé comme question, moi, par rapport à ma maîtrise du jeu, qu'est-ce que je conseille comme personnage, comme build, comme job, comme construction? Quand on est débutant, quand on est un joueur qui a fait 2-3 runs, qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le plus puissant. Donc cette vidéo, elle a pour vocation à effectivement balayer les différents personnages du jeu, vous donner ma vision sur un ordre, un classement des personnages par puissance, un classement bien entendu aussi par rapport à leur histoire. Toutes les histoires ne se valent pas. Tous les personnages ne vont pas débloquer les mêmes quêtes dans le jeu. Et après, je ferai un petit focus alors sur les différents jobs physiques, magiques. Je vais rester quand même assez général. On va pas détailler ce qu'est un chevalier, on va pas détailler ce qu'est un ranger. Ça, vous pourrez regarder, mais je vous donnerai ma vision des builds physiques, des builds magiques, et après comment constituer votre team. D'accord? Donc, première partie de la vidéo, les personnages. Donc vous avez très rapidement, hein, parce que ça se trouve partout et ça se comprend assez vite, vous avez des personnages qu'on appelle des personnages origines, c'est-à-dire des personnages qui ont une histoire particulière dans le jeu et qui, si vous les prenez, vont débloquer des dialogues particuliers, des scènes particulières, des objets particuliers, des combats particuliers, etc. etc. Donc ces personnages origines, il y en a 5, hein, et donc on va les regarder et on va les classer par ordre, d'accord. Et puis vous avez ce qu'on appelle les personnages personnalisés, c'est cela, d'accord. Donc j'y reviendrai à la fin de la vidéo, enfin à la fin de la première partie de la vidéo. Donc chaque personnage, ce qu'il faut savoir déjà que si vous commencez à jouer, c'est que chaque personnage a ses caractéristiques qui sont propres. Ça paraît assez logique. Et ça se retrouve principalement déjà sur les différents sorts qu'ils ont ici de spécifiques. C'est-à-dire que si vous prenez ces billes, vous aurez d'autres sorts. D'accord. Donc, ces sorts qui sont ici, et ces talents. Les talents, c'est une partie aussi des attributs qu'on peut se rajouter pour augmenter les capacités d'un personnage. Donc, entre les talents et les sorts, les personnages se distinguent au-delà de leur aspect physique, bien entendu. Alors, quel est le personnage le plus puissant du jeu? Alors ça c'est une grande question. Disons qu'il y a deux personnages qui se détachent très clairement en termes de puissance. C'est Bill, d'accord, je vais y revenir, et c'est Fane. Voilà. À haut niveau, c'est-à-dire quand on maîtrise très bien le jeu, Fane est le personnage le plus puissant du jeu. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer ce qu'est l'initiative. Allez la voir, cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mais il faut savoir que dans le jeu, commencer un combat vous donne un avantage pour tout le reste après du fight avec vos adversaires. Et à ce titre, Fane est ce qu'on appelle un initiateur, le meilleur initiateur du jeu. En théorie. Pourquoi c'est le meilleur initiateur du jeu? Pourquoi c'est un personnage qui de toute façon de base est extrêmement puissant? Déjà parce que il a le talent ingéniosité qui est quand même un très très bon talent qui est aussi présent sur les humains. Mais surtout il a en sort classique et en sort de source deux sorts qui sont extrêmement intéressants. Le plus puissant, bien entendu, c'est Distorsion Temporelle. C'est un sort de source que vous allez débloquer à peu près au milieu de l'acte 1 si vous suivez une progression normale. Et c'est un sort qui vous permet de bénéficier d'un tour gratuit. Donc vous pouvez appliquer ce sort à un de vos compagnons, mais également à vous-même. Et le fait de l'appliquer à vous-même, ça fait que quand Fane joue, il va faire une partie, il va utiliser tous ses points d'action, et puis derrière, il aura de nouveau un tour gratuit. Donc c'est extrêmement puissant puisque l'adversaire entre-temps ne joue pas. Ça lui permet de se mettre en condition idéale. Et donc l'initiateur, il est là pour mettre votre team dans une condition idéale. Et donc c'est pour ça que Fane est le meilleur initiateur. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais pour qu'il soit effectivement le meilleur initiateur, il faut lui ajouter ce qu'on appelle un talent particulier qui est canon de verre. Donc c'est un talent qui vous permet d'avoir vos points d'action au maximum, c'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir 4, vous en aurez 6.
Mais le problème, c'est que ce talent-là, je le dis dans d'autres vidéos, ne vous protège pas des états. C'est-à-dire que dans le jeu, vous avez des armures physiques, des armures magiques. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que sinon, on va tout réexpliquer le jeu. Mais disons que ces armures-là vous protègent dans un premier temps des différents états, c'est-à-dire des paralysies, des renversements, des choses qui vous empêcheraient de jouer. Or, avec Canon de Verre, ces armures ne vous protègent pas. Elles vont encaisser le coup en termes de dégâts, mais elles ne vont pas vous protéger au niveau des états. Et donc, quand on est débutant, mettre Canon de Verre, c'est extrêmement risqué. Parce que l'ordinateur, c'est un petit malin. Il va savoir que vous avez Canon de Verre. Il va savoir qui peut vous attaquer. Et il lui suffira donc d'utiliser par exemple une flèche de renversement pour vous paralyser un tour. Donc c'est très bien d'avoir plus de PA, de points d'action. Mais si vous avez beaucoup de points d'action mais que vous ne pouvez jamais les utiliser parce que vous êtes tout le temps par terre, ça ne sert pas à grand chose. Et donc quand on est débutant, on est souvent par terre. Donc je dirais que Fane, c'est le personnage le plus puissant du jeu à partir du moment où on maîtrise un minimum le jeu. C'est pour ça que, si on me pose la question, je ne le considérerais pas forcément à un débutant. En plus, c'est assez intéressant quand vous lancez la partie. Ah oui, alors attendez, hop, parce qu'il m'a dit que j'ai quoi, j'ai encore des points à dépenser. Ah oui, bon, ok, c'est pas grave. Voilà. Quand vous lancez la partie, quand vous prenez un mort-vivant, on vous dit attention, le mort-vivant c'est particulier. Déjà, il faut cacher son identité parce que sinon on risque soit de faire fuir les gens, soit de provoquer des combats qu'on n'a pas envie de provoquer. Et puis surtout, les potions et les sorts de soins classiques vous infligent des dégâts alors que le poison soigne. Donc, ça demande une gestion particulière. S'il y a un avertissement, c'est pas par hasard, c'est simplement pour vous dire attention, c'est pas si facile à à maîtriser quand vous commencez à jouer. Donc il y a certaines personnes, ça ne va pas leur poser de problème de jouer avec un mort-vivant, ils vont très vite comprendre les mécanismes du jeu. Mais souvent, un débutant, il se retrouve des fois dans des situations où il a besoin de se soigner, et puis il a oublié que, oui, ah tiens, j'ai pas de poison. Donc je peux pas soigner Fane. Si j'avais pas eu un mort-vivant, j'aurais peut-être pu le soigner. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que Fane va convenir potentiellement à des débutants, mais la probabilité que le fait qu'il soit mort-vivant ne vous gêne pas, elle est quand même assez faible. Ok. Donc moi, ma team, si je prendrais une team, moi je prendrais Fane en priorité. Si je devais faire la meilleure team possible, je prendrais Fane en premier. Mais si c'est pas le cas, si vous êtes débutant ou que vous maîtrisez pas trop bien le jeu, ne prenez pas Fane, ça sera très compliqué. Par contre, Sébil, c'est un elfe, et les elfes, c'est extrêmement puissant. Voilà, que ce soit des personnages origines, donc Sébil, ou des personnages personnalisés, on y reviendra après. Le fait d'avoir le talent sacrifice de chair est un talent extrêmement puissant. D'accord. Déjà, il prend aucun point d'action. D'accord. Il vous en rajoute un. Donc ça c'est génial. Rien que pour ça c'est super. Mais en plus ça vous rajoute des dégâts. Et ce jeu, en fait, la meilleure défense dans ce jeu c'est l'attaque. Et donc quand on favorise l'attaque dans ce jeu, on est extrêmement efficace. D'accord. Donc les elfes c'est très très puissant. C'est au-dessus du lot. D'accord. Les talents sont aussi assez utiles. Mangeur de cadavres, bon, ça peut vous permettre pas mal de choses, notamment d'apprendre des sorts. Mais disons que globalement, on peut s'en passer. Pas un talent essentiel, hein, voilà. Et savant ancestral, alors c'est pas mal du tout pour les débutants, parce que ça permet d'examiner vos ennemis et de connaître leurs points forts et leurs points faibles, notamment leur résistance à certains éléments au feu. Quand vous atteignez le level 5, vous pourrez même voir leur initiative, ce qui est un élément extrêmement important. J'ai fait une vidéo sur l'initiative, encore une fois, vous pouvez aller la voir. Et puis, maître du savoir, ça vous permet d'identifier les objets. Donc il y a deux moyens d'identifier les objets. C'est soit vous avez un niveau maître du savoir suffisant pour identifier l'objet avec une loupe qui vous permet de le faire, et ça vous coûte rien. Soit vous avez certains marchands qui peuvent l'identifier pour vous, mais c'est payant. Et en plus, quand vous trouvez un objet, vous n'allez pas forcément avoir envie de retourner en ville pour le faire identifier. Donc c'est quand même extrêmement pratique. Ok. Donc Sébil, c'est vraiment super bien. C'est un personnage d'origine, donc c'est intéressant, il a une histoire spécifique, d'accord. Donc il y a des lignes de dialogue spécifiques, hein. Et en plus, à un moment donné, selon vos choix, vous pouvez même la booster en recevant un talent supplémentaire. Donc c'est intéressant d'avoir Sébil dans sa team. Donc moi, Sébil, je la prends. Voilà. Ensuite, je prendrai le Prince Rouge. Alors pourquoi le Prince Rouge? Il a des talents, il a des skills
qui sont pas mal, hein, voilà, les deux sont, alors celui de source vous n'allez pas trop l'utiliser en fait, ça va pas vous sauter aux yeux qu'il est méga utile, mais Flamme de Dragon, si vous jouez un peu avec des mages, ça peut être intéressant pour un point d'action de faire des dégâts de feu, d'accord. Par contre, que vous soyez d'ailleurs un personnage physique ou un personnage magique, parce que ça peut, voilà, ça peut permettre d'économiser des PA pour vos mages. Vous avez sophistiqué, donc ça c'est de la résistance, donc c'est de la défense, donc c'est utile mais sans être indispensable, hein, donc je dirais que ce talent n'est pas forcément voilà ce qui fait la différence. Vous avez chante sort qui vous met plus 1 en éloquence. Or l'éloquence c'est une capacité civile, on en reparlera tout à l'heure des capacités civiles qu'il faut monter, d'accord, pour débloquer des lignes de dialogue, pour débloquer des des objets, de l'XP ou pour certains combats, d'accord. Donc plus 1 en éloquence, c'est toujours ça de prix, et c'est pas mal du tout. Après, pourquoi il faut prendre le prince rouge? Parce que le prince rouge, c'est pour l'histoire. De mon point de vue, mais c'est bien sûr subjectif, le prince rouge, c'est l'histoire la plus sympa du jeu. Et en plus, ça vous permet de générer des combats supplémentaires et donc des quêtes supplémentaires. D'accord, il y a des combats qui vont se déclencher uniquement si vous avez le prince rouge. À l'acte 1, quand vous allez commencer le jeu, vous allez vous en apercevoir très vite. Vous allez vous fighter avec un gars qui est d'ailleurs assez fort si vous n'êtes pas préparé. Même si vous êtes 4 contre 1, il va quand même vous faire mal, hein, quand vous êtes débutant. Et ça, ce combat ne se déclenche que parce que vous avez le prince rouge. Voilà. À l'acte 2, il y a des embuscades, il y a des trucs comme ça, il y a une quête particulière. Donc le prince rouge, si vous voulez avoir maximisé l'XP, avoir une histoire intéressante et des combats en plus, c'est idéal, donc moi je le prendrai. Voilà. Et la dernière place, alors on reviendra pour les débutants, parce que moi j'ai dit que je prenais Fane, Sébil, le prince rouge, donc moi il me reste plus qu'une place dans ma team, mais si vous êtes débutant, il vous en reste 2, puisque je vous ai dit de pas prendre Fane, il vaut mieux prendre Sébil, le prince rouge, et donc il faut mettre en personnage un humain. Alors, les humains, il y a l'os, que vous voyez ici, voilà, et Ifan. Voilà. La seule différence entre les deux au niveau des capacités, c'est le sort de source. Donc, et après, ce qui fait la différence, c'est l'histoire. Donc on va traiter ces 2 points. Pourquoi un humain? Pourquoi je prends un humain? Tout simplement pour cette capacité-là, encouragement. Voilà, qui est une très très bonne capacité, qui va booster tous vos personnages. Donc ça c'est super. Et pour les talents de l'humain sont intéressants. Ingéniosité, comme pour Fane, plus 5 aux chances critiques, plus 10 au multiplicateur critique, c'est un très bon talent. Voilà, c'est un talent qui vous servira pas forcément beaucoup au début, parce que voilà, les chances critiques, tout ça, ça voilà. Mais c'est un talent qui est intéressant, notamment en fin de jeu. Et économe qui vous confère plus 1 en troc. Troc qui est aussi une capacité civile qu'il va falloir monter, qui est intéressante puisque ça vous permet d'acheter des objets moins chers et de les vendre plus cher. Voilà. Donc déjà avoir plus 1 en troc, c'est un avantage. Voilà. Après, la différence, donc, c'est les sorts de source. Ifan a un loup et l'os a champ de folie. Alors, le loup de Ifan, il sert strictement à rien. Que vous jouez c'est une invocation, mais que vous jouez invocateur ou non, il va jamais vous servir. En tout cas, c'est une perte de points d'action importante. Il vaut mieux caster l'invocation de base que vous fournit le jeu, qui au final sera plus puissante que le loup. D'accord. Alors, je parle pas des cas particuliers, des cadeaux de l'Ariane là. Voilà, je parle de quand on joue de manière très classique. Champ de folie. Si vous jouez mage et que vous faites sauter l'armure magique, dans certains cas, alors moins quand vous êtes débutant, mais ça peut vous aider à vous sortir de situations potentiellement délicates, puisque les ennemis se combattront entre eux. Alors ça les charme pas, c'est pas de la folie. De la folie et le charme c'est différent. La folie c'est on attaque tout ce qui bouge à côté, que ça soit ennemi ou ami. D'accord. Le charme c'est l'adversaire passe dans votre camp, c'est-à-dire qu'il ne vous attaque pas, il attaquera les autres adversaires. Donc c'est très différent. Donc je dirais que l'os a un petit avantage en termes de sort avec champ de folie par rapport à Ifan. Ensuite on va regarder l'histoire. L'histoire de l'os est
plutôt sympa. Elle est intrigante. On se demande ce qui se passe. Elle est régulière dans le jeu, c'est-à-dire que vous avez des phases dans l'acte 1, des événements dans l'acte 1, dans l'acte 2, dans l'acte 3 et surtout dans l'acte 4. Elle est liée à un boss majeur du jeu. Elle vous permettra d'ailleurs, via une quête, de réduire la puissance de ce boss, qui est quand même une vraie plaie, surtout quand on est débutant. Donc l'os, c'est un très très bon choix, hein, rien que pour ça. Parallèlement, Ifan, moi, il est en lien avec l'histoire principale, mais Ifan, c'est le premier personnage que moi j'ai pris, hein, pour rien vous cacher. C'était mon premier leader, et je me suis ennuyé. Voilà, alors, vous pouvez obtenir des objets, des choses. Bien entendu, il a aussi des dialogues spécifiques, des quêtes spécifiques, hein, mais globalement, il est moins intéressant que l'os. Alors, ça c'est subjectif. Donc, bien entendu, que vous preniez l'os ou Ifan, bon, l'important c'est d'avoir un humain. Hein, mais disons que j'en ferai pas une priorité. Voilà. Ensuite, il restera en dernier le fauve. Alors le fauve, pourquoi je le conseille pas pour un premier run, en tout cas quand on n'est pas débutant, sauf si vous voulez vraiment jouer nain. Le fauve, il a aussi ses quêtes spécifiques. Par exemple, notamment au début du jeu, vous avez votre source qui est bloquée via un collier. Il peut vous permettre de débloquer ce collier, de l'enlever plus rapidement, par exemple. Bon, donc ça peut être intéressant de l'avoir dans l'équipe. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez très bien le prendre pour ça, le temps de débloquer les colliers, et puis voilà. Son avantage n'est pas démesuré. Ses talents, toucher pétrifiant, c'est pas mal, mais c'est un talent qui se joue au corps à corps. Or, les mages, ça se joue plutôt à distance, donc c'est pas très efficace. Crin aveuglant, il faut penser à l'utiliser. C'est un sort qui est pas mal du tout parce qu'il met cécité, mais il reste quand même pas extraordinaire. D'accord. Et après, ces talents sont pas très utiles. Tous les talents qui sont défensifs dans le jeu sont moins bien que des talents offensifs. Donc là, vous avez déjà un talent offensif, et puis vous avez ruse de dents qui fait plus en furtivité. Ça sert à rien la furtivité. Il faut vraiment monter beaucoup la furtivité pour voir la différence. Et il y a tellement d'autres capacités civiles qui sont plus intéressantes que finalement c'est un talent qui est inutile. Bon. Donc moi si je veux vraiment faire une team optimisée, et d'ailleurs c'est ce que j'avais fait je crois dans un run, je prends Fane en initiateur, Sébil, je la mets toujours en second, le prince rouge et l'os. Voilà. Donc ça c'est la team de mon point de vue ultime en termes d'optimisation de dégâts et d'avantages. Après, si vous commencez, ce que je vous conseille plutôt, c'est de prendre en leader, je dis bien en leader, c'est-à-dire là au niveau vous êtes sur le choix du personnage, le personnage que vous allez choisir à ce stade du jeu, c'est votre leader. Et bien vous pouvez prendre en leader un personnage personnalisé. Et on va même prendre un personnage elfe, personnalisé. Pourquoi elfe? Parce que vous profitez, comme je vous l'ai dit, du talent sacrifice de chair. D'accord. Comme je vous l'ai dit, Fane c'est le plus fort parce qu'il a un talent de source qui est Time Warp. Mais personne d'autre là dans le jeu. Si vous prenez un mort-vivant, vous n'allez pas avoir de Time Warp. Donc un mort-vivant dans ce cas-là, il n'est pas très intéressant. Vous voyez. Donc il vaut mieux prendre un elfe pour avoir ce talent sacrifice de chair. Ok. Et avoir ce sort de source qui coûte très peu en points d'action, dôme de protection. Pourquoi il est intéressant à avoir? Il est intéressant à avoir quand vous êtes débutant, parce que ça vous augmente vos résistances. Pour tous les gens qui sont dans le dôme, donc c'est une espèce de dôme qui qui est sur une surface assez large, et qui vous permet aussi de récupérer de l'armure magique et de l'armure physique. Donc, quand on est débutant, c'est quand même pas mal, dôme de protection, c'est très utilisé. Moi j'utilise plus du tout, parce que je me fais pratiquement jamais toucher. Mais quand on est débutant, on va se faire toucher, on va perdre de l'armure magique, on va se prendre du feu, de la glace, etc. Donc les résistances élémentaires, l'armure magique, tout ça, ça va servir. Donc si vous êtes débutant, que vous savez pas quoi prendre, et que vous n'avez pas d'envie particulière, par exemple envie de prendre un nain, voilà. Vous prenez un personnage personnalisé elfe, et là vous lancez la partie. Alors après on verra les jobs, hein, mais vous lancez la partie. Et dans le jeu, après, vous allez pouvoir récupérer divers compagnons. Et donc là, vous récupérez Sébil, le prince rouge, et l'os. Alors, il faut savoir, vous allez voir au début du jeu que le prince rouge et Sébil, des fois, ils ont des quêtes qui sont un peu contradictoires.
D'accord. Mais globalement, ça vaut le coup de les prendre quand même dans la même team. Voilà. Il y a des astuces, voilà, il faut faire certaines cannes dans certains ordres si on veut optimiser, mais globalement, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, on va parler des différents jobs. Donc, une fois que vous avez choisi vos personnages, etc., ce qui va faire la différence, c'est votre construction. C'est-à-dire les différents jobs que vous allez prendre, hein, qui sont ici. Hein, voilà, hop. Et ce que vous allez utiliser comme composition d'équipe. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que je mets pour Sébille, qu'est-ce que je mets pour le Prince Rouge, qu'est-ce que je mets pour l'os, etc., etc. Donc, il faut déjà comprendre comment ça marche au niveau des attributs et des capacités. Donc, moi, je voulais pas le faire parce que c'est vrai que y a plein de vidéos là-dessus. Bon, puisqu'on me l'a demandé, je vais prendre un peu de temps quand même pour détailler. Ok. Alors, comment expliquer ça de manière le plus simple possible? Vous voyez, vous avez, quand on change de job, vous changez d'arme. Ok. Vous avez des armes qui vont faire des dégâts physiques. Donc je reviens pas sur le système d'armure. Hein. Si vous ne le connaissez pas, vous allez vite le comprendre. Disons qu'il y a deux armures, des magiques et des physiques. Donc il y a des jobs qui vont faire des dégâts physiques et d'autres qui vont faire des dégâts magiques. Voilà, ça paraît pour l'instant assez simple. Les jobs qui font les dégâts physiques, la plupart du temps, pas que, mais la plupart du temps, ils vont se baser soit sur la force, soit sur la dextérité pour augmenter les dégâts. Donc quand vous utilisez un chevalier, qui a une épée à deux mains, ou une hache, ou une lance, non, lance c'est dextérité, ou une hache, ou une épée à une main, etc. C'est la force. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter vos dégâts quand vous frappez, ou quand vous faites des sorts, il faut augmenter la force. Voilà. Les personnages qui utilisent des dagues, comme celui-ci par exemple, si vous voulez augmenter la puissance, il va falloir augmenter la dextérité. C'est vrai aussi pour les archers, ceux qui ont des arbalètes, des choses comme ça. C'est l'arme qui va déterminer quel attribut finalement vous allez devoir augmenter. Et pour les mages, c'est-à-dire ceux qui utilisent des sorts liés aux éléments ou des mages de sang, c'est des mages un peu particuliers, vous vous basez sur l'intelligence. De toute façon, quand vous allez utiliser les sorts un sort qui est lié à votre job, dans le descriptif on vous dit si c'est de la force, si c'est de la dexte ou si c'est de l'intelligence. Donc c'est les sorts en fait que vous allez utiliser qui vont déterminer ce que vous avez le plus à augmenter. Donc ça c'est les trois attributs, on va dire, de base pour les dégâts. Constitution, mémoire et perception, ça sert pour autre chose. Ok, donc je vais en parler après. Donc l'erreur à ne pas faire, et en tout cas moi je ne vous le conseille pas, c'est de prendre des jobs. Alors on va revenir sur un truc origine pour que vous compreniez. C'est de prendre des jobs. Attendez, hop. Qu'est-ce qui est le plus parlant? Bah, des jobs comme ça par exemple. Un inquisiteur. Non, c'est pas un bon exemple. J'ai pas un truc un peu plus parlant? Un match de combat. Voilà, alors ça c'est le match de combat. Le match de combat, pourquoi il faut pas le prendre quand on commence? Parce que en fait vous allez taper avec des haches et vous allez utiliser des sorts d'aéro. Voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez augmenter les dégâts des deux, il va falloir à la fois augmenter force et à la fois augmenter intelligence. Donc au début vous n'allez pas voir beaucoup la différence, mais très vite à partir du level 8-9, l'écart de puissance va se creuser. C'est-à-dire que vous allez à la fois pas frapper assez fort parce que vous n'aurez pas assez de force, et vos sorts ne vont faire pas assez de dégâts parce qu'il n'y aura pas assez d'intelligence. Donc il faut choisir, c'est-à-dire qu'il faut choisir si vous faites du physique, des dégâts physiques ou du dégât magique. D'accord. Ça, ce sont des builds qu'on appelle des builds mixtes ou des builds RP. Vous le verrez des fois sur les forums. Et c'est déconseillé si vous voulez optimiser votre personnage. Donc il vaut mieux tout mettre dans force, donc faire un personnage qui frappe, ou tout mettre dans intelligence si vous voulez faire un mage. Mais ne splittez pas les attributs de dégâts. Pareil, hein, ne splittez pas, vous avez métamorphe, on vous dit un métamorphe, parce que c'est pareil, hein, il n'y a pas que magique et physique, c'est souvent ce qu'on prend, mais quand vous regardez métamorphe, hop,
Ranger métamorphe, voilà. Quand on va dans modèle, il va vous splitter la dextérité et la force. Et ben c'est la même logique. Pourquoi il fait ça, métamorphe? Parce qu'en fait, métamorphe, il y a des sorts qui se basent sur la force, comme et la lance que vous utilisez et qui est censée être son arme, d'accord, bah, ça se base sur la dextérité pour faire des dégâts. Donc à terme, ça va devenir difficilement efficace. Ok, donc ne splittez pas les attributs. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la constitution. La constitution, quand on est, alors pour vous dire, quand on est un joueur expérimenté, on ne la monte jamais. C'est très bien d'en avoir des fois pour porter des fois des boucliers si jamais vous êtes un mage ou des trucs comme ça. Mais globalement, la constitution, on ne la monte jamais, sauf via des pièces d'équipement, c'est-à-dire que vous avez une capacité plus 1 en constitution, parce que l'armure que vous avez vous le donne. Donc vous n'allez pas l'enlever. Mais globalement, ça sert pas à grand chose. Alors, ça c'est quand on est expérimenté. Quand on est débutant, on peut mettre quelques points dedans. Si on voit qu'à un moment donné, on n'arrive pas trop à maîtriser, on se prend beaucoup de dégâts et qu'on meurt trop vite. Mais c'est pas votre vie, parce que ça monte votre vie, ça, qu'il faut optimiser, c'est plutôt vos armures. C'est-à-dire que, quitte à choisir entre je me remets de l'armure ou je me remets de la vie, il faut mieux se remettre de l'armure. D'accord? Alors, je tempère mes propos, parce que effectivement, si vous avez besoin de remettre de l'armure physique et magique, ça peut être problématique par rapport à de la vie. Mais globalement, voilà, la constitution, ne l'augmentez pas. Ensuite, il y a la mémoire. Alors, la mémoire, c'est très différent l'utilité si vous utilisez un mage quand vous êtes débutant ou un personnage qui fait des dégâts physiques. Un personnage qui fait des dégâts physiques, alors déjà la mémoire, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'avoir des emplacements de compétences supplémentaires. C'est-à-dire que quand vous prenez là, vous avez des compétences qui sont ici. Au début, vous pouvez en mettre 4. Et plus vous allez augmenter la mémoire, si j'augmente ma mémoire de 1, je vais pouvoir en mettre 5. Là, j'en ai que 3. Je pourrais en rajouter un. Mais voilà, ça va vous permettre d'augmenter. Parce que vous pouvez apprendre des sorts dans le jeu. Vous pouvez en apprendre 100, 200, 300. Ça ne veut pas dire que parce que vous les apprenez, vous pourrez les utiliser en combat. Pour pouvoir les utiliser en combat, il faut de la mémoire, pour s'en souvenir. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Et donc, plus vous avez de mémoire, plus vous aurez de sorts. Alors vous allez me dire, bah c'est super, j'ai qu'à mettre beaucoup de mémoire. Ah, oui, d'accord. Mais le problème, c'est que si vous mettez beaucoup de mémoire, hein, si vous mettez votre mémoire ici, on va le voir très vite. Là, je mets 14 en mémoire. Alors là, c'est très bien. Je peux mettre 8 sorts. Ou 7 sorts, je ne sais plus au début du jeu. Que je n'ai pas d'ailleurs. Hein. Mais j'ai rien sur force et dextérité ou intelligence. Donc ça veut dire que je fais moins de dégâts. Donc la mémoire, c'est des points en moins pour faire des dégâts. Et les dégâts sont très importants dans le jeu. Donc il faut trouver un bon équilibre entre votre besoin de mémoire pour avoir des sorts et les utiliser dans le match. Et votre besoin d'augmenter les dégâts via force, dextérité, intelligence. Donc ça c'est à vous de voir, et des fois vous allez peut-être devoir réajuster votre mémoire, soit la baisser, soit l'augmenter. Donc ça sera visible. Il faut savoir qu'il y a des sorts qui prennent 1 de mémoire, il y en a qui prennent 2 points de mémoire, il y en a qui prennent 3 points de mémoire. En sachant qu'en théorie, les sorts qui prennent 3 points de mémoire sont censés être ces sorts les plus puissants, et les sorts de source, surtout. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous avez la perception. Alors la perception, j'ai fait une vidéo sur l'initiative, je le redis encore une fois, où je parle de la perception. La perception, faut se poser la question uniquement pour l'initiateur, c'est-à-dire celui qui commence la partie. Là encore, tout est dans la vidéo sur l'initiative. Il faut augmenter potentiellement, répartir les points d'attribut comme ça pour l'initiateur. Je résume. Voilà. Vous alternez entre l'attribut de puissance, donc ça peut être force ou dextérité ou intelligence, mais vous devez augmenter aussi la perception pour pouvoir avoir un niveau d'initiative qui vous permettra de commencer le combat. Donc ça, c'est votre initiateur qui aura cette vision-là. D'accord ? Mais sinon, les autres membres de votre équipe, notamment au début du jeu, n'ont pas besoin de perception. Il vaut mieux augmenter les attributs de force et se rajouter un peu de mémoire, plutôt que d'augmenter perception. Là où ça peut être intéressant d'augmenter perception, c'est aussi pour déterminer l'ordre des personnages. C'est-à-dire que si vous voulez, mon initiateur il a 2 points en perception ici. C'est un peu basique comme exemple, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Si mon initiateur a 2 points de perception,
et que donc Fane a 2 points de perception par exemple, et que Sébil en a 11, Fane va commencer avant Sébil, d'accord. Ensuite l'ordinateur va jouer, et ensuite ça sera Sébil qui va jouer. Donc, et ça sera pas ni le Prince Rouge qui aura que 10 par exemple, ou Los qui aura aussi que 10. Donc ça vous permet quand même d'organiser l'ordre de vos personnages, et donc de définir des stratégies par rapport à ça. Donc c'est intéressant pour ça. Mais quand vous commencez, à la rigueur, la seule chose, c'est faites un initiateur qui est assez compétent, mais ne touchez pas à la perception à part en fin de jeu pour vos personnages. D'accord? Voilà. Donc une fois qu'on s'est dit ça, bah, ça va faciliter la vie après quand on va devoir choisir les jobs, parce que déjà on va pas prendre tous les jobs un peu RP. D'accord, donc là je vais juste faire ça juste pour confirmer. Voilà. Ensuite vous avez les capacités. Donc les capacités, c'est ce qui vous permet de déterminer un peu vos autres jobs. Alors il n'y a pas vraiment de job dans ce jeu. Il n'y a pas vraiment de classe de personnage. C'est-à-dire que si vous êtes chevalier, mais que vous mettez par exemple tout sur l'intelligence et que vous prenez des baguettes, bah vous ne serez pas chevalier, vous serez mage, puisque ça sera lié en fait aux options que vous avez choisies. Donc vous avez ce qu'on appelle des capacités de combat plus orientées physiques, ou en tout cas qui ne sont pas magiques, considérées comme pas magiques. Vous avez art de la guerre. Alors je vais prendre un peu de temps sur art de la guerre. Chasseur, fripouille. Ensuite vous avez les sorts qui sont un peu plus pour les mages, donc élémentaires. Vous avez pyro, hydro, aéro, géo. D'accord, donc ces 4 là c'est pour les mages. Et vous avez des sorts qu'on appelle plus des sorts de complément, comme le nécro et le métamorphe. J'en parlerai aussi tout à l'heure. L'invocation, c'est si vous voulez jouer invocateur, c'est un peu particulier. L'invocation, c'est un job que je peux conseiller aux débutants, mais seulement aux débutants et seulement sur les premiers niveaux. En fait, votre invocateur, il va être assez puissant au début du jeu, mais plus vous allez évoluer dans le jeu, plus il va être faible. Donc c'est un peu particulier hein, comme type de job, mais bon, voilà. L'avantage de l'invocateur, c'est que les dégâts de votre invocation, d'accord, ne vont pas se baser sur votre niveau de force ou de dextérité ou d'intelligence, mais sur votre niveau d'invocation. C'est-à-dire que plus vous augmentez la vocation, plus elle va être puissante. Et quand elle arrive à 10, elle se transforme. Elle devient encore plus forte. Donc la vocation, bon bah si vous voulez jouer, jouez-le, mais dites-vous bien que ça vous servira seulement au début du jeu, pas après, pas trop après. Voilà. Donc quand on prend des personnages qui font des dégâts physiques, c'est-à-dire je prends un personnage qui tire des flèches, je prends un personnage qui utilise des dagues, je prends un personnage qui prend une épée, tout ça en fait, c'est des personnages soit fripouille, art de la guerre ou chasseur. Bon, pour pouvoir apprendre des sorts, il vous faut des points dans fripouille. Si vous êtes une lame des ombres par exemple, je vous laisse regarder ce que c'est une lame des ombres. Si vous êtes un ranger, bah, il faut des points dans chasseur, sinon vous ne pourrez pas apprendre les compétences du ranger. Ok. Et si vous êtes un chevalier, il vous faut art de la guerre. Voilà. Bon, une fois que vous avez appris les sorts que vous avez besoin et que vous avez mis les points dans chasseur, fripouille ou art de la guerre, si vous voulez augmenter les dégâts, il faut mettre les points dans art de la guerre, pas dans autre chose, quand vous faites des dégâts physiques. Hein, je sais pas. Alors c'est un peu trompeur, parce que art de la guerre, on vous dit augmente les dégâts à la prise 5% de plus. Donc plus 5%. Et puis si vous allez dans les compétences d'armes, on vous dit, par exemple si vous avez un chevalier, on vous dit bah si tu mets dans A2 mains, tu auras plus 5 de dégâts, comme art de la guerre, mais en plus tu auras plus 5 au multiplicateur critique. Alors en fait c'est faux, ça se voit pas forcément au début du jeu, mais le plus 5% de dégâts qui est indiqué là n'est pas le même que le plus 5% qui est indiqué ici. Celui-là il est multiplicatif, c'est-à-dire qu'il va se calculer différemment, et donc la différence se creuse à partir du level 8-9. Vous ferez plus de dégâts en mettant des points dans art de la guerre qu'en mettant des points dans des capacités d'armes. Okay, donc ça il faut privilégier.
Après, vous avez les sorts de pyro, hydro, aéro, géo. Alors, il faut savoir que bien entendu, vous allez pouvoir augmenter plus les dégâts si vous augmentez le géo, l'aéro, l'hydro et le pyro. Par exemple, si vous voulez faire des dégâts de feu, c'est le pyro. Si vous augmentez le pyro, vous allez faire plus de dégâts, c'est sûr. Mais le gros des dégâts des mages est basé sur le level et sur le niveau d'intelligence. C'est-à-dire que vous resterez quand même efficace si vous avez 3-4 points de pyro, même en fin de jeu. Vous resterez quand même efficace. Je dis pas que vous serez plus puissant que quelqu'un qui met 8 points sur pyro, bien entendu. Vous serez moins puissant, mais c'est pas gênant. D'accord? C'est pas gênant. C'est pour ça que ce qu'on appelle les mages multischool, qui sont en fait des mages qui peuvent avoir tous les points sur les 4 ou 3 hein, d'ailleurs, 3 ou 4 écoles. D'accord? Ce sont des mages qui sont tout à fait viables et qui sont même les plus puissants du jeu. D'accord? Donc après, si vous décidez de prendre des mages, il faut bien entendu prendre les combinaisons, c'est-à-dire les synergies. C'est-à-dire que le pyro, ça marche avec le géo. Voilà. Et l'aéro, ça marche avec l'hydro. Voilà. Bon, vous faites plus de dégâts. Alors, après, si vous voulez commencer, si vous êtes débutant, moi je conseille toujours de prendre, même si c'est un peu moins puissant, aéro, hydro. C'est plus facile, ça va plus vous aider pour paralyser les ennemis. C'est beaucoup plus intéressant. Le pyrogéo, c'est la base des mages, c'est les dégâts les plus puissants du jeu. Hein. Même si on y met en face les résistances, c'est ce qui est le plus puissant dans le jeu. Mais ça demande une petite maîtrise, une connaissance de tous les sorts, y compris ce qu'on appelle des sorts hybrides. Et donc je sais pas forcément ce que je conseille pour les débutants. Voilà. Et donc toujours pareil, si vous choisissez de prendre 2 mages par exemple dans votre team, bah c'est un peu con. Vous pouvez prendre hydro-géo et pyro-géo et hydro-aéro, mais c'est des écoles de magie qui sont pas spécialement compatibles. Alors l'aéro peut être joué avec du pyro et du géo, mais l'hydro va éteindre le feu, c'est de l'eau. À la rigueur, prenez 2 mages hydro-aéro. Voilà. Ou un géo-aéro. Alors c'est un géo-aéro, ça peut bizarre comme conseil. Pourquoi je le dis? Parce que y a des sorts pour remettre des armures et tout ça, et ça peut vous servir si vous êtes débutant. Moi je le prendrai jamais, mais bon, voilà. Voilà. Donc moi, si vraiment je devais vous conseiller, si vous savez pas quoi prendre et que vous voulez quand même prendre des sorts des mages, bah prenez 2 mages hydro-aéro. Voilà. Ok. Ensuite, vous avez le nécromancien. Dans le nécromancien, c'est des sorts, beaucoup de sorts de soutien et des sorts d'attaque qui sont basés sur l'intelligence. Donc c'est pareil, c'est le nécromancien, il faut monter 1 ou 2 points en nécro pour obtenir les sorts. Et c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là un mage de sang. C'est-à-dire les mages de sang font des dégâts physiques. Comme ils font des dégâts physiques, il faut à la fois monter l'intelligence, mais il faut monter art de la guerre pour pouvoir augmenter les dégâts. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, dégâts physiques, hop. Nécro pour ça, c'est ce qu'on voit, c'est le Blood Mage, c'est considéré comme un des builds les plus puissants du jeu. Moi j'ai mon avis là-dessus, je pense que c'est le deuxième plus puissant, pas le plus puissant, c'est pas la combinaison la plus puissante, mais ce qui est sûr c'est que c'est extrêmement efficace. Simplement pour ça, il faut quand même maîtriser un minimum le jeu et puis il faut être level 12. Donc au début du jeu, si vous faites un build basé sur du Nécro, vous allez souffrir. Surtout si vous êtes débutant. Voilà. Ensuite le métamorphe. Donc métamorphe, c'est des sorts beaucoup de soutien. Alors ça, je vais pas trop en parler. Disons que y a des sorts, vous verrez comme grève de peau, qui sont extrêmement utiles. Disons qu'il faut que vous arriviez au level 9 avec 3 points de métamorphe. Voilà, je vous le dis. Il faut que vous essayiez d'avoir 3 points de métamorphe. L'avantage aussi, c'est que ça vous rajoute un point d'attribut. C'est-à-dire que là, par exemple, si je mets 2 points en métamorphe, ok, ici, j'ai 2 points d'attribut qui viennent de se mettre plus, donc je peux les augmenter. Donc par exemple, je peux mettre un point en mémoire, et puis un point en constitution. Donc c'est ça aussi l'avantage de métamorphe. Donc métamorphe, faut pas trop l'augmenter.
mais vous pouvez vous pouvez le- vous pouvez le apprendre pour les sorts qui sont des sorts de soutien. Ok. Donc une fois qu'on s'est dit ça, la question qu'il faut se poser, c'est comment je constitue mon équipe. Donc j'ai dit que je prenais un elfe en leader, un elfe personnalisé. Vous êtes débutant, vous prenez Sébil, le prince rouge et l'os. Ok. Alors, euh, est-ce qu'il faut prendre deux personnages qui font des dégâts physiques, deux personnages qui font des dégâts magiques? Est-ce qu'il faut prendre que des personnages qui font des dégâts physiques? Est-ce qu'il faut prendre que des personnages qui font des dégâts magiques? Si on se base d'un point de vue efficacité, sur l'ensemble du jeu, quand on est un très bon joueur, c'est-à-dire qu'on tue assez vite les ennemis, et qu'on prend des jobs optimisés, c'est-à-dire qu'on prend des jobs notamment comme le Géo ou comment plus tard le Blood Mage, euh, une team 50-50, c'est-à-dire deux personnages fixes, deux personnages magiques, c'est ce qui est le plus efficace, de plus fun à jouer et de plus puissant. Voilà, sur l'ensemble du jeu. Mais est-ce qu'il faut le prendre quand on est débutant? Si vous cherchez à optimiser et à vous faciliter la vie, non. Alors vous pouvez le prendre si vous avez vraiment envie de faire à la fois du physique, du magique, regardez comment ça marche parce que ça vous plaît, etc. Vous pourrez. Mais le système d'armure fait que quand on ne sait pas bien jouer au jeu, on est souvent frustré de devoir faire sauter une armure, par exemple une armure physique, et après de basculer sur un mage qui lui ne peut faire que des dégâts magiques, donc qui ne fera sauter que l'armure magique, mais qui ne pourra pas tuer l'adversaire. Et donc ça crée de la frustration des builds 50-50 quand c'est mal maîtrisé. Donc moi, si vous êtes débutant et que pareil, vous n'avez pas une envie démentielle de prendre des mages ou des personnages physiques et d'avoir les deux dans la team, eh ben orientez-vous sur un build 100%. C'est-à-dire prenez que des personnages physiques ou que des personnages magiques. Voilà. Après la question de savoir est-ce que je peux rendre des personnages physiques ou magiques, eh ben la réponse elle est aussi simple. C'est plus simple tout en restant efficace, de prendre un build 100% physique. Donc ce qu'on appelle des builds 100% physiques, hein, c'est le ranger, le chevalier, le gredin, etc. Ok. Donc vraiment, si vous voulez découvrir le jeu, pas trop galérer et être puissant, etc. euh, euh, Faites un build 100% physique. Prenez un ranger pour votre job, parce que le ranger c'est vraiment très bien, hein. Le ranger ça fait des dégâts magiques, des dégâts physiques, ça reste puissant. Vous profitez de ce qu'on appelle du bonus de hauteur, c'est-à-dire que quand vous vous mettez en hauteur, et ben vos flèches font 20% de dégâts de base de plus. Voilà. Donc le ranger ça reste, et en plus vous êtes loin des adversaires, donc ils auront plus de mal à vous toucher. Donc le ranger ça reste un job vraiment génial. Donc moi je vous conseille de prendre, si vous êtes débutant, un elf ranger. Vous prenez un chevalier. Alors vous prenez pas, pardon. Vous prenez un chevalier, par exemple, vous mettez chevalier, vous pouvez mettre comment l'os, par exemple, si vous voulez. L'os en chevalier, c'est bien parce que vous pourrez profiter comme ça de ingéniosité. Ok. Donc vous pouvez prendre par exemple l'os en chevalier. Pourquoi prendre un chevalier? Alors, il faut savoir que les builds fortes sont souvent légèrement inférieures aux builds dextérité. Mais quand vous êtes débutant, vous allez ramasser plein d'objets. Et le build de force, ça vous augmente votre capacité à porter des charges plus lourdes. Donc rien que pour un aspect pratique, c'est intéressant d'avoir un build de force dans votre équipe. D'accord? Donc je vous conseille un chevalier, c'est-à-dire une épée à deux mains. Voilà, et pas une épée avec un bouclier. Genre, je vous le dirai pourquoi après. Ensuite, vous pouvez prendre, par exemple, avec le prince rouge, une âme des ombres ou un gredin. Un gredin, c'est bien, prenez un gredin. Donc le gredin c'est basé sur la dextérité, ça fait des coups critiques, c'est-à-dire que le gredin quand vous êtes derrière l'adversaire, ça aussi je le montre dans ma vidéo bien débutée, vous allez faire 100% de dégâts critiques, donc plus de dégâts.
Voilà, donc c'est le gredin, c'est un bon complément, vous pouvez le mettre au prince rouge par exemple. Et enfin pour ces builds, si vous voulez, vous mettez un ranger. Rien ne vous empêche d'avoir 2 rangers dans votre team, hein. Voilà. Après, l'erreur à ne pas commettre, c'est de prendre ce qu'on appelle des builds tank, c'est-à-dire des builds, attendez, hop, comme ça, avec un bouclier. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, déjà vous allez faire très peu de dégâts puisque les armes à une main font très peu de dégâts. Et puis surtout, le tank ne marche pas dans ce jeu, c'est-à-dire que l'adversaire va aller frapper l'ennemi le plus faible. Comme vous allez avoir un bouclier, vous allez avoir plus d'armure physique et magique, donc il n'ira pas vous frapper. Donc le concept de dire je vais mettre un tank, c'est lui qui va se prendre les dégâts, et puis moi derrière je vais avoir par exemple des archers qui vont tirer tranquillement, ça ne fonctionnera pas dans ce jeu. Ça ne marchera pas comme ça. Ok. L'adversaire va focaliser vos archers, et donc quand vos personnages, vos compagnons seront morts, il ira s'attaquer à vous. Voilà. Globalement, je résume, hein, ça se passe pas tout à fait comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc évitez ça. Le conjurateur, l'invocateur, pareil, vous pouvez le prendre. Par exemple, si vous voulez pas un deuxième ranger, vous pouvez très bien le prendre, hein, avec Sébil ou votre initiateur d'ailleurs. Ça peut être un bon initiateur, l'invocateur. Mais globalement, l'invocateur, voilà, c'est... alors, oui, on peut le prendre quand on est débutant. C'est pas mal. Ça vous paraîtra très fort au début du jeu, les totems, l'invocation, tout ça, ça vous paraîtra fort. L'invocation se prendra des coups à votre place. Ça peut être sympa. Voilà, ça peut être sympa. Mais dites-vous bien que à partir du level 10, 11, si vous commencez à le trouver nul, c'est normal. Il faudra peut-être changer de job. Vous aurez l'occasion de pouvoir changer vos personnages à l'acte 2. Voilà. Donc voilà. Voilà moi ce que je vous conseille pour commencer. Alors, juste un point par rapport au débat. Ceux qui vous disent que les mages sont nuls ne savent pas jouer les mages. Voilà. Même si ils vous donnent l'impression de maîtriser le jeu, même s'ils vous montrent des runs où ils finissent même en solo, etc. Moi j'en ai vu, ils savent pas jouer. Donc ils finissent le jeu, ils vous disent, voyez, je finis le jeu. Donc croyez-moi, les mages c'est pourri. Bah ça c'est pas vrai. En fait c'est faux. C'est faux. Un mage, c'est plus puissant que la plupart des joueurs physiques. Alors, faut relativiser, c'est-à-dire que quand on sait très bien jouer, on va jouer en fait en ce qu'on appelle en dégâts de zone, que ce soit avec des personnages physiques ou que ce soit avec des personnages magiques. Ok. Donc les personnages magiques, en fait, ils sont ils sont pas très bons en 1 contre 1. Par contre, si vous avez 3 ennemis dans la zone, eh ben, ils vont faire des dégâts sur les 3 ennemis, avec un seul sort. Et donc ça se joue comme ça, en fait, un mage. Mais les personnages physiques, si on les optimise, on va jouer également en dégâts de zone. Il y a des sorts de dégâts de zone, simplement ils sont moins larges, ils sont moins pratiques, et globalement, même s'ils restent puissants, ça reste anecdotique. Donc quand on sait très bien jouer les personnages physiques et très bien jouer les personnages magiques, en fait, la différence, elle est faible. Elle est faible entre les deux. Voilà. D'ailleurs, je fais des runs solo en physique ou en magique. Alors vous allez me dire c'est pas pour là, mais quand on regarde, je galère pas plus avec l'un ou l'autre. Hein. Donc globalement, ça se vaut. Globalement, ça se vaut. Il n'y a pas d'écart en fait si important que ça. Voilà. Simplement, le mage, à cause des résistances, à cause des synergies, il est plus compliqué à maîtriser. Il faut savoir un peu plus ce qu'on fait, il faut un peu plus maîtriser l'ordre des personnages. Il faut utiliser des sorts hybrides qui sont pas forcément que vous pouvez pas acheter chez les marchands, donc il faut les fabriquer, donc il faut un minimum se renseigner sur le jeu et connaître comment ça marche. Et donc pour ça, on peut vite avoir l'impression quand on commence à jouer que les personnages physiques portent votre équipe. Que c'est eux qui font les dégâts, que c'est eux qui tuent les ennemis, et qu'au bout du compte, vos mages, ils servent pas à grand chose.
Voilà. C'est qu'une impression, et c'est normal de l'avoir au début de jeu, mais moi je vous le dis, un mage c'est extrêmement puissant, et notamment un mage multi-school, c'est-à-dire un mage qui va avoir 3 écoles et pas 2, et qui va donc pouvoir s'adapter à toutes les situations. Voilà. Un mage pyro, géo, aéro, ça détruit tout le jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, d'ailleurs vous le verrez, il y avait un mec là qui faisait des solos qui est assez connu sur YouTube, qui avait fait une vidéo en disant que les mages étaient pourris. Quand on regarde la vidéo, on voit que il a pas mis le talent tortionnaire alors qu'il lance un sort de feu. Bon bah rien que ça, c'est d'une stupidité incroyable parce que le fait d'avoir le talent tortionnaire fait que on va appliquer brûlure sans avoir besoin de faire sauter l'armure magique, et quand un ennemi a brûlure, on lui enlève 15% de résistance au feu, donc on fait 15% de dégâts supplémentaires. Donc déjà, si on n'applique pas un sort qui permet de faire des dégâts supplémentaires, et qu'on dit que le personnage ne fait pas beaucoup de dégâts, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Voilà. En plus, il mettait dans ses descriptions plein de trucs complètement faux. Bon. Donc moi j'ai regardé ces vidéos. La conclusion c'est qu'il s'est plutôt bien joué les personnages physiques. D'ailleurs, il les joue en dégâts de zone. Voilà. Mais par contre, il sait pas bien jouer les mages. Voilà, il sait pas bien jouer les mages. En fait, ça, c'est des joueurs qui ont joué depuis le début du jeu en 2017. Avec la Definitive Edition, il y a eu un rééquilibrage sur les mages. Et ils n'ont pas su s'adapter à ce rééquilibrage. Ils sont restés sur leurs acquis de la version classique, où les personnages physiques étaient largement au-dessus des mages pour le coup. Voilà, notamment le Pyrogéo. Voilà. Le talent tortionnaire dans la version classique, il faisait pas la même chose, par exemple. Voilà. Donc voilà. Donc petit aparté est terminé. Je vais terminer la vidéo en vous parlant quand même des talents, parce que ça c'est un truc qui est intéressant. Alors, je vous ai dit prendre le prince rouge parce qu'il a éloquence. Ok. C'est intéressant sur le prince rouge de lui mettre le talent ami des bêtes. Parce que vous allez devoir aussi avoir de l'éloquence quand vous allez parler avec certains animaux pour pouvoir les convaincre, éviter certains combats ou recevoir certains objets. Donc c'est pas mal même si votre leader c'est un elfe personnalisé, quand vous allez jouer et que vous allez parler en fait aux différents personnages, parlez avec le prince rouge et mettez-lui ami des bêtes. Au moins parlez aux animaux avec le prince rouge, c'est ça que je veux dire. Ne parlez pas avec votre elfe personnalisé ou avec Sébille, parce que vous risquez de déclencher ou de louper des dialogues qui ont besoin d'éloquence. Donc prince rouge, vous pouvez lui mettre, ou en tout cas le personnage que vous avez choisi pour de l'éloquence, vous pouvez lui mettre ami des bêtes, ça vous servira, ça c'est clair. Après il y a un mode qui existe de l'Arien qui vous permet en cochant une case de l'avoir par défaut. Donc voilà, bon moi je le mets parce que ça me saoule de perdre un talent pour ça, mais en théorie vous êtes censé ne pas utiliser de mode, donc ce talent ami des bêtes il doit vous servir. Okay. Ensuite vous avez les personnages magiques et les personnages physiques. Globalement, si vous avez un personnage magique, il faut prendre soit bourreau, soit pion. Si vous avez un mage, c'est des talents qui sont aussi intéressants à avoir, mais qui ne sont pas prioritaires. Donc vous pouvez les prendre également plus tard dans le jeu si vous ne savez pas quoi prendre, notamment pion, parce que pion ça nécessite un fripouille, et un de fripouille vous allez l'avoir aussi pour vos mages, rien que pour avoir le sort adrénaline. C'est un sort qu'il faut absolument pour tous. Ok. Donc pion, quand on est débutant, pour moi pion c'est un talent à avoir. Ok. Donc peut-être apprendre très rapidement pour des personnages physiques et un peu plus tard dans le jeu pour des personnages magiques, parce qu'il y a des talents qui sont un peu plus utiles pour les personnages magiques. Sinon vous avez bourreau. En fait bourreau c'est mieux que pion, mais il faut de mon point de vue être plus compétent, mieux maîtriser le jeu pour en tirer les bénéfices. Les deux sont incompatibles, c'est pour ça que je vous dis vous pouvez choisir que l'un ou l'autre. Ok. Donc débutant prenez pion, débutant ou joueur moyen, qu'on fait un ou deux runs vous prenez pion, joueur expérimenté ça sera bourreau, hein, c'est clair. Okay. Ensuite quand vous avez des personnages physiques c'est pas mal tête brûlée. Tête brûlée parce que 10 chances de critique et 10 chances de précision c'est toujours intéressant. D'accord. Ensuite les sorts sur lesquels vous devez vous attarder.
Déjà tous les sorts défensifs, bon, on pourrait les prendre, vous pouvez les lister, hein, si ça vous dit, vous les prenez. Mais si vous manquez de mémoire, vous pouvez prendre éventuellement Mémonique, bon ça d'accord. Quand on est débutant, empressement c'est pas mal, parce que ça augmente votre récupération et votre maximum de points d'action de 1. Donc quand vous avez 50% de vie, et ça va vous arriver souvent quand vous êtes débutant, gagner un point d'action supplémentaire par tour, c'est pas mal du tout. C'est même très intéressant. Et augmenter votre maximum aussi. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le talent dîner 5 étoiles c'est aussi sympa parce que les potions notamment à l'acte 2 commencent à devenir puissantes et doubler les effets des potions c'est pas mal du tout. À l'acte 1 vous en aurez pas trop besoin. Ok. Quand vous utilisez des épées à deux mains ou une arbalète, l'ordinateur considère qu'il n'y a qu'une seule main qui est prise, que votre main gauche donc n'est pas prise par des boucliers ou par une dague. Donc ambidextrie ça marche, c'est un talent que vous pouvez utiliser et ça réduit le coût des grenades et des parchemins. Donc ça peut être extrêmement sympa. Voilà. Notamment pour les grenades en début de jeu, c'est pas mal les grenades. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est des sorts, vous pouvez éventuellement les regarder. Bon, guérilla affronte tout ça, vous oubliez. Il y en a qui peuvent se poser la question de opportuniste. Ça y est, des fois par défaut, notamment sur les chevaliers, qui ont un rayon d'action, enfin de coup assez large. Oui, opportuniste, ça peut servir, mais globalement, c'est pas très utile par rapport aux autres talents que je vous ai cités. Ok. Si vous avez un ranger, c'est bien de prendre ranger élémentaire, même si bon, vous allez faire quand même en théorie beaucoup de dégâts. Voilà. Et puis il y avait un autre truc, c'était trou flèche, mais alors je sais pas où il est trou flèche. Si, il est là. Trou flèche, ça c'est quand vous êtes ranger, peut-être prenez-le si vous faites que des dégâts physiques en fait. Prenez plutôt trou flèche plutôt que ranger élémentaire, qui finalement est un sort à avoir quand vous utilisez des builds mixtes 50-50. Ça peut être sympa de l'avoir. Pour le coup, ça fait plus de dégâts, c'est toujours pas mal. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après les autres talents, voilà. Bon, vous avez canon de verre. Hein, quand on maîtrise le jeu et qu'on a une team complètement optimisée, tous les personnages ont canon de verre. Enfin voilà. Alors il y en a qui considèrent que c'est limite même de la triche hein, de prendre canon de verre, mais ça reste un talent, donc il n'y a pas plus de triche que d'utiliser un sort. Donc après ça dépend voilà, des règles que vous vous fixez. La difficulté de toute façon du jeu, à partir d'un certain niveau, elle est dépendante des règles que vous fixez. Est-ce que vous vous placez avant un combat? Est-ce que vous faites du pré-buff ou non? Quand vous faites du pré-buff, ça vous donne un gros avantage, notamment pour l'initiative. Hein. Donc ça déjà, quand vous comparez par exemple deux vidéos de combat, quelqu'un qui va se pré-buff et quelqu'un qui va pas se pré-buff, ils se laissent pas les mêmes chances de gagner. Ça c'est une certitude. Voilà. Et donc effectivement, canon de verre, moi je fais des builds que je considère être optimisés, donc je le prends, mais il y en a qui vous disent ça c'est un peu de la triche, parce que ça met quand même 2 points d'action supplémentaires par tour. Oui, c'est vrai, mais paradoxalement, ça protège pas des états, donc il faut avoir une bonne stratégie. Ça c'est le premier point. Et puis souvent, ce qui me fait rigoler, c'est que ces gens-là, quand ils font des vidéos, eh ben, ils se pré-buffent. Donc ils se rajoutent de hâte pour se rajouter un point d'action. Et puis la plupart du temps aussi, ils prennent un elfe, donc ils se rajoutent un point d'action avec sacrifice de chair, et puis ils se retrouvent avec 6 points de vie, 6 points d'action dès le début du jeu. Bah ça revient exactement au même, sauf que c'est une autre façon d'aborder les choses. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ce talent-là, vraiment, ne le prenez pas tout de suite. Profitez du jeu, commencez à comprendre comment il faut marcher avec 4 points d'action, ça sera déjà pas mal du tout. Ensuite, si vous êtes mage, il y a 3 sorts qu'il faut, 4 sorts qu'il faut retenir. C'est affinité élémentaire, c'est en retrait qui peut être sympa, puisque ça vous augmente les sorts. Plus tard dans le jeu, plus tard, pas tout de suite. Sortilège sauvage, quand vous commencerez à avoir un taux critique assez sympa avec vos mages, vous pourrez mettre sortilège sauvage pour faire plus de dégâts. Et quand vous avez un pyrogéo, mais je dirais même globalement si vous avez, avec votre initiateur, avoir tortionnaire, c'est quand même un gros plus. D'accord? Parce que tortionnaire, hein, ça ignore l'armure magique pour un certain nombre d'états, notamment enchevêtrement. Et donc, vous le verrez dans mes vidéos, ça permet de contrôler l'ennemi de manière très 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 efficace. Alors voilà. Donc c'est pour ça que des gens qui vous disent
je joue optimisé mais j'ai pas de tortionnaire dans mon équipe, bah oui tu peux bien jouer, hein, c'est pas le problème, mais tu parles pas d'optimisation dans ce cas-là. Tortionnaire, si tu joues un build optimisé, tu prends un talent tortionnaire. Voilà, c'est ça me paraît une évidence. En plus, tortionnaire, quand vous avez un mage pyrogéo, donc ça ignore l'armure magique, donc vous pouvez appliquer brûlure, empoisonnement et enchevêtrement. Parce que en fait, enchevêtrement, ça fait des dégâts de poison, mais c'est des dégâts qui vont se cumuler avec des dégâts de poison classiques. Donc vous allez avoir des dégâts de poison 1, des dégâts de poison 2, donc 2 fois plus de dégâts de poison, plus des dégâts de brûlure à chaque tour. Et en fait, au début du jeu, quand vous appliquez ces 3 états-là à un adversaire, c'est pratiquement comme si vous lui mettiez un coup supplémentaire. Donc ça aussi c'est pareil, hein, ça rentre en considération. Il n'y a pas que les dégâts directs, il y a aussi les dégâts résiduels. Hein, voilà. Là où une team physique va avoir juste hémorragie en termes de dégâts qui va pouvoir s'appliquer. Donc ça veut dire 3 fois moins de dégâts que les autres. Ok. Donc là il y a aussi Désir de mort, alors ça me fait rire parce que bon, Désir de mort, je pense que ça a changé en cours de route. Pareil, rupture des tendons, ça ignore l'armure, hein, donc bon. Je vois pas trop j'ai jamais compris ça. Je pense que c'est une erreur, ils ont voulu le faire autrement et puis ils ont changé, enfin bon. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, elle est un peu longue, hein, mais j'espère qu'elle est assez claire par rapport à ça. Donc si vous êtes débutant, pour résumer, vous prenez une team elfe personnalisée. Euh, Prenez une team elfe personnalisée. Vous mettez un ranger. Ensuite vous recrutez Sébil, le prince rouge et l'os. Vous mettez Sébil en ranger également. Vous mettez l'os en chevalier. Et vous mettez le prince rouge en rogue. Ou lame des ombres. Ça dépend ce que vous voulez. Et puis vous serez pas mal. Après, voilà. Après vous pouvez aussi changer avec invocateur, etc. Ok. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous servira, qu'elle vous permettra de bien commencer le jeu. Donc elle est à mettre aussi en parallèle de ma vidéo bien débutée. Comme ça, vous aurez une vision complète et de ma vidéo initiative. Bon courage!